Oui. 3. Nature de l'être. Le premier problème qui se pose à la pensée, c'est celui de la pensée elle-même ou plutôt de l'être pensant. C'est là, pour nous tous, un sujet capital qui domine tous les autres et dont la solution nous ramène aux sources mêmes de la vie et de l'univers. Quelle est la nature de notre personnalité? Celle-ci comporte-t-elle un élément susceptible de survivre à la mort? À cette question se rattachent toutes les craintes, toutes les espérances de l'humanité. Le problème de l'être et le problème de l'âme ne font qu'un. C'est l'âme qui fournit à l'homme son principe de vie et de mouvement. L'âme humaine est une volonté libre et souveraine, c'est l'unité consciente qui domine tous les attributs, toutes les fonctions, tous les éléments matériels de l'être, comme l'âme divine domine, coordonne et relie toutes les parties de l'univers pour les harmoniser. L'âme est immortelle, car le néant n'est pas et rien ne peut être anéanti. Aucune individualité ne peut cesser d'être. La dissolution des formes matérielles prouve simplement que l'âme est séparée de l'organisme à l'aide duquel elle communiquait avec le milieu terrestre. Elle n'en poursuit pas moins son évolution dans des conditions nouvelles, sous des formes plus parfaites et sans rien perdre de son identité. Chaque fois qu'elle abandonne son corps terrestre, elle se retrouve dans la vie de l'espace, unie à son corps spirituel, dont elle est inséparable, à cette forme impondérable qu'elle s'est préparée par ses pensées et par ses œuvres. Nous le démontrerons plus loin à l'aide de tout un ensemble de faits d'observation, d'expériences et de preuves objectives. Ce corps subtil, ce double fluidique, existe en nous à l'état permanent. Quoiqu'invisible, il sert cependant de moule à notre corps matériel. Celui-ci ne joue pas, dans la destinée de l'être, le rôle le plus important. Le corps visible, le corps physique varie. Formé en vue des nécessités de l'étape terrestre, il est temporaire et périssable, il se désagrège et se dissout à la mort. Le corps subtil demeure, préexistant à la naissance, il survit aux décompositions de la tombe et accompagne l'âme dans ses transmigrations. C'est le modèle, le type originel, la véritable forme humaine, sur laquelle viennent s'incorporer, pour un temps, les molécules de la chair, et qui se maintient au milieu de toutes les variations et de tous les courants matériels. Même durant la vie, cette forme subtile peut se détacher du corps charnel dans certaines conditions, agir, apparaître, se manifester à distance. Comme nous le verrons plus loin, de façon à prouver, d'une manière irrécusable, son existence. Indépendante de astérisque. De la science physiologique, à qui échappe encore la plupart des lois de la vie, a cependant entrevu l'existence du périsprit ou corps fluidique, qui est à la fois le moule du corps matériel, le vêtement de l'âme et l'intermédiaire obligé entre eux. Claude Bernard a écrit « Recherche sur les problèmes de la physiologie », il y a comme un dessin préétabli de chaque être et de chaque organe, en sorte que si, considéré isolément, chaque phénomène de l'organisme est tributaire des forces générales de la nature, ils paraissent révéler un lien spécial, ils semblent dirigés par quelques conditions invisibles dans la route qu'ils suivent, dans l'ordre qui les enchaîne point. En dehors de cette notion du corps fluidique, l'union de l'âme au corps matériel reste incompréhensible. De là est venu l'affaiblissement de certaines théories spiritualistes qui considéraient l'âme comme un pur esprit. Ni la raison ni la science ne peuvent admettre un être dépourvu de forme. Leibniz, dans la préface de ses nouvelles Recherche sur la raison humaine, disait, je crois, avec la plupart des anciens, que tous les esprits, toutes les âmes, toutes les substances simples, actives, sont toujours unis à un corps et qu'il n'existe jamais d'âme qui en soit complètement dépourvue. Point. On a, du reste, de nombreuses preuves objectives et subjectives de l'existence du périsprit. Ce sont d'abord les sensations dites d'intégrité qui accompagnent toujours l'amputation d'un membre quelconque. Des magnétiseurs affirment qu'ils peuvent influencer leurs malades en magnétisant la prolongation fluidique des membres coupés. Karl Duprel, La doctrine monistique de l'âme, chapitre 6. Viennent ensuite les apparitions des fantômes des vivants. Dans beaucoup de cas, le corps fluidique, concrété, a impressionné des plaques photographiques, laissé des empreintes et des moulages dans des substances molles, des traces sur la poussière et la suie,
provoquer le déplacement d'objets, etc. Voir dans l'invisible, chapitres 12 et 20. Les preuves de l'existence de l'âme sont de deux sortes, morale et expérimentale. Voyons d'abord les preuves morales et celles d'ordre logique, qui, pour avoir été souvent utilisées, n'en gardent pas moins toute leur force et leur valeur. D'après les écoles matérialistes et monistes, l'âme n'est que la résultante des fonctions cérébrales. Les cellules du cerveau, a dit Haeckel, sont les véritables organes de l'âme. Celle-ci est liée à leur intégrité. Elle croît, régresse et s'évanouit avec elle. Le germe matériel contient l'être tout entier, physique et mental. Nous répondrons en substance, la matière ne peut générer des qualités qu'elle n'a pas. Des atomes, qu'ils soient triangulaires, circulaires ou crochus, ne sauraient représenter la raison, le génie, le pur amour, la sublime charité. Le cerveau, dit-on, crée la fonction, mais est-il compréhensible qu'une fonction puisse se connaître? Posséder la conscience et la sensibilité? Comment expliquer la conscience autrement que par l'esprit? Vient-elle de la matière? Elle la combat fréquemment. Vient-elle de l'intérêt et de l'instinct de conservation? Elle se révolte contre eux et nous commande jusqu'au sacrifice. L'organisme matériel n'est pas le principe de la vie et des facultés, il en est, au contraire, la limite. Le cerveau n'est qu'un instrument, à l'aide duquel l'esprit enregistre les sensations, on pourrait le comparer à un clavier dont chaque touche représenterait un genre spécial de sensation. Lorsque l'instrument est en parfait accord, ces touches, sous l'action de la volonté, rendent le son qui leur est propre, et l'harmonie règne dans nos idées et dans nos actes. Mais si ces mêmes touches se trouvent dérangées, si plusieurs sont détruites, le son rendu sera faux, l'harmonie incomplète, il en résultera un désaccord, malgré les efforts de l'intelligence de l'artiste, qui ne peut plus obtenir de cet instrument défectueux un ensemble de manifestations régulières. Ainsi s'expliquent les maladies mentales, les névroses, l'idiotisme, la perte temporaire de la parole ou de la mémoire, la folie, etc., sans que l'existence de l'âme en soit atteinte pour cela. Dans tous ces cas, l'esprit subsiste, mais ses manifestations sont contrariées et parfois même annihilées par suite d'un manque de corrélation avec son organisme. Sans doute, d'une façon générale, le développement du cerveau dénote de hautes facultés. À une âme délicate et puissante, il faut un instrument plus parfait qui se prête à toutes les manifestations d'une pensée élevée et féconde. Les dimensions et les circonvolutions du cerveau sont souvent en rapport direct avec le degré d'évolution de l'esprit 3. Il n'en faudrait pas déduire que la mémoire n'est qu'un simple jeu des cellules cérébrales. Celles-ci se modifient et se renouvellent sans cesse, dit la science, à tel point que le cerveau et le corps humain tout entier sont renouvelés en peu d'années 4. Dans ces conditions, comment expliquer que nous puissions nous rappeler des faits remontant à 10, 20, 30 années? Comment les vieillards se remémorent-ils avec une facilité surprenante les moindres détails de leur enfance? Comment la mémoire, la personnalité, le moi peuvent-ils persister et se maintenir au milieu des continuelles destructions et reconstructions organiques? Autant de problèmes insolubles pour le matérialisme. Rien ne parvient à l'âme, disent les psychologues contemporains, que par le moyen des sens, et la suspension des uns entraîne la disparition de l'autre. Remarquons cependant que l'état d'anesthésie, c'est-à-dire la suppression momentanée de la sensibilité, ne supprime nullement l'action de l'intelligence, celle-ci s'active, au contraire, dans des cas où, d'après les doctrines matérialistes, elle devrait être annihilée. Buisson écrivait « S'il existe quelque chose qui puisse démontrer l'indépendance du moi, c'est assurément la preuve que nous fournissent les patients soumis à l'action de l'éther et chez qui les facultés intellectuelles résistent dans cet état aux agents anesthésiques. » Velpeau, traitant du même sujet, disait « Quelle mine féconde pour la physiologie et la psychologie que des faits comme ceux-ci, qui séparent l'esprit de la matière, l'intelligence du corps. » Nous verrons aussi de quelle façon, dans le sommeil ordinaire ou provoqué, dans le somnambulisme et l'extériorisation, l'âme peut vivre, percevoir, agir sans le secours des sens.
Astérisque, astérisque, astérisque. 3. La règle n'est pas absolue. Le cerveau de Gambetta, par exemple, ne pesait que 1246 grammes, alors que la moyenne humaine est de 1500 à 1800 grammes. Ajoutons, d'ailleurs, que la théorie des localisations cérébrales qui prédominait dans la physiologie a été mise en sérieux échec par des cas fameux et fréquents de lésions étendues dans les régions essentielles, ne s'accompagnant d'aucun trouble psychique grave, ni d'aucune restriction de la personnalité. Voir le cas célèbre publié par le docteur Guépin en mars 1917 et les faits nombreux de blessures de guerre spécialement étudiés par le docteur Trude, revue Métapsychique, numéro 1, 1921 à 1922. 4. Claude Bernard, La science expérimentale, phénomène de la vie. Si l'âme, comme le dit Haeckel, représentait uniquement la somme des éléments corporels, il y aurait toujours, chez l'homme, corrélation entre le physique et le mental. Le rapport serait direct et constant et l'équilibre parfait entre les facultés, les qualités morales, d'une part, et la constitution matérielle, de l'autre. Les mieux partagés au point de vue physique posséderaient aussi les âmes les plus intelligentes et les plus dignes. Nous savons qu'il n'en est rien, car, souvent, des âmes d'élite ont habité des corps débiles. La santé et la force ne comportent pas nécessairement, chez ceux qui les possèdent, un esprit subtil et de brillante qualité. On dit, il est vrai, mens sana in corpore sano. Mais il y a tant d'exceptions à cette maxime qu'on ne saurait la considérer comme une règle absolue. La chair cède toujours à la douleur. Il n'en est pas de même de l'âme, qui, souvent, résiste, s'exalte. Dans la souffrance et triomphe des agents extérieurs. Les exemples d'Antigone, de Jésus, de Socrate, de Jeanne d'Arc, ceux des martyrs chrétiens, des Hussites et de tant d'autres qui embellissent l'histoire et ennoblissent la race humaine, sont là pour nous rappeler que les voies du sacrifice et du devoir peuvent s'élever bien au-dessus des instincts de la matière. La volonté, chez les héros, c'est dominer les résistances du corps aux heures décisives. Si l'homme était contenu tout entier dans le germe physique, on trouverait en lui les seules qualités et les seuls défauts de ses générateurs, dans la même mesure que chez ceux-ci. Au contraire, on voit partout des enfants différés de leurs parents, les dépasser ou leur rester inférieurs. Des frères, des jumeaux, d'une ressemblance frappante au physique, présentent, au mental et au moral, des caractères dissemblables entre eux et avec leurs ascendants. Les théories de l'atavisme et de l'hérédité sont impuissantes à expliquer les cas célèbres. D'enfants artistes ou savants, les musiciens comme Mozart ou Paganini, les calculateurs comme Mondeux et Inaudi, les peintres de 10 ans comme Van de Kerkhove et tant d'autres enfants prodiges dont les aptitudes ne se retrouvent pas chez les parents, ou bien ne s'y retrouvent, tels, par exemple, les ascendants de Mozart, qu'à un degré très inférieur. Les propriétés de la substance matérielle transmise par les parents se manifestent chez l'enfant par la ressemblance physique et les mots constitutionnels. Mais la ressemblance ne persiste guère que pendant la première période de la vie. Dès que le caractère se dessine, aussitôt que l'enfant devient homme, on voit les traits se modifier peu à peu, en même temps les tendances héréditaires s'amoindrissent et font place à d'autres éléments constituant une personnalité différente, un moi parfois très distincte dans ses goûts, ses qualités, ses passions, de tout ce que l'on rencontre chez les ascendants. Ce n'est donc pas l'organisme matériel qui fait la personnalité, mais bien l'homme intérieur, l'être psychique. À mesure que celui-ci se développe et s'affirme par son action propre dans l'existence, on voit l'héritage physique et mental des parents s'affaiblir peu à peu, et souvent, s'évanouir. Astérisque, astérisque, astérisque. La notion du bien, gravée au fond des consciences, est encore une preuve évidente de notre origine spirituelle. Si l'homme était issu de la seule poussière, ou bien un résultat des forces mécaniques du monde, nous ne pourrions connaître le bien ni le mal, ressentir ni remords ni douleur morale. On nous dit, ces notions proviennent de vos ancêtres, de l'éducation, des influences sociales. Mais si ces notions sont l'héritage exclusif du passé, d'où le passé les a-t-il reçues? Et pourquoi grandissent-elles en nous, si elles n'y trouvaient un terrain favorable et un aliment? Si vous avez souffert à la vue du mal, si vous avez pleuré sur vous-même et sur les autres, à ces heures de tristesse,
de douleurs révélatrices, vous avez pu entrevoir les secrètes profondeurs de l'âme, ses attaches mystérieuses avec l'au-delà, et vous avez compris le charme amer et le but élevé de l'existence, de toutes les existences. Ce but, c'est l'éducation des êtres par la douleur, c'est l'ascension des choses finies vers la vie infinie. Non, la pensée et la conscience ne dérivent pas d'un univers chimique et mécanique. Elles le dominent de haut, au contraire, le dirigent et l'asservissent. En effet, n'est-ce pas la pensée qui mesure les mondes, l'étendue, qui discerne les harmonies du cosmos? Nous appartenons seulement pour une part au monde matériel, c'est pourquoi nous en ressentons si vivement les maux. Si nous lui appartenions tout entier, nous nous trouverions beaucoup mieux dans notre élément et bien des souffrances nous seraient épargnées. La vérité sur la nature humaine, sur la vie et la destinée, le bien et le mal, la liberté et la responsabilité, ne se découvre ni au fond des cornues ni sous la pointe des scalpels. La science matérielle ne peut juger des choses de l'esprit. L'esprit, seul, peut juger et comprendre l'esprit, dans la mesure de son degré d'évolution. C'est de la conscience des âmes supérieures, de leurs pensées, de leurs travaux, de leurs exemples, de leurs sacrifices que jaillissent la plus grande lumière et le plus noble idéal qui puisse guider l'humanité dans sa voie. L'homme est donc à la fois esprit et matière, âme et corps. Mais peut-être esprit et matière ne sont-ils que des mots exprimant d'une façon imparfaite les deux formes de la vie éternelle, laquelle sommeille dans la matière brute, s'éveille dans la matière organique, s'active, s'épanouit et s'élève dans l'esprit. N'y a-t-il, comme certains philosophes l'admettent, qu'une essence unique des choses, à la fois forme et pensée, la forme étant une pensée matérialisée, et la pensée, la forme de l'Esprit Saint? Cela est possible. Le savoir humain est restreint et le coup d'œil du génie n'est, lui-même, qu'un éclair rapide dans le domaine infini des idées et des lois. Toutefois, ce qui caractérise l'âme et la différencie absolument de la matière, c'est son unité consciente. La matière se disperse et s'évanouit à l'analyse. L'atome physique se subdivise en sous-atomes et ceux-ci se fragmentent à leur tour, indéfiniment. La matière, les découvertes récentes de Becquerel, Curie, Le Bon l'établissent, est entièrement dépourvue d'unité. L'esprit, seul, dans l'univers, représente l'élément un, simple, indivisible et, par suite, logiquement, indestructible, impérissable, immortel. 5. Nous entendons ici par esprit le principe de l'intelligence. 4. La personnalité intégrale. La conscience, le moi est le centre de l'être, le fond même de la personnalité. Être une personne, c'est avoir une conscience, un moi qui se réfléchit, s'examine, se souvient. Mais peut-on connaître, analyser et décrire le moi, ses replis mystérieux, ses forces latentes, ses germes féconds, ses sourdes activités? Les psychologies, les philosophies du passé l'ont tenté en vain. Leurs travaux n'ont fait qu'effleurer la surface de l'être conscient. Ces couches internes et profondes sont restées obscures, inaccessibles, jusqu'au jour où les expériences de l'hypnotisme, du spiritisme, de la rénovation de la mémoire, y ont enfin projeté quelques lumières. Et alors, on a pu voir qu'en nous se reflète, se répercute tout l'univers, dans sa double immensité d'espace et de temps. Nous disons d'espace, car l'âme, dans ses libres et pleines manifestations, ne connaît pas les distances. Nous disons de temps, parce que tout un passé sommeille en elle et que l'avenir y repose à l'état d'embryon. Les anciennes écoles admettaient l'unité et la continuité du moi, la permanence, l'identité parfaite de la personnalité humaine et sa survivance. Leurs études étaient basées sur le sens intime, sur ce que l'on appelle de nos jours l'introspection. La nouvelle psychologie expérimentale considère la personnalité comme un agrégat, un composé, une colonie. Pour elle, l'unité de l'être n'est qu'apparente et peut se décomposer. Le moi est une coordination passagère, a dit Th. Ribot 1. Ces affirmations reposent sur des faits d'expérience qu'on ne saurait négliger, tels que vie intellectuelle inconsciente, altération de la personnalité, etc. Comment rapprocher et concilier des théories aussi dissemblables et cependant basées toutes deux sur la science d'observation?
d'une façon bien simple. Par l'observation elle-même, plus attentive, plus rigoureuse. Myers l'a dit en ces termes de « une recherche plus profonde, plus hardie, dans la direction même que les psychologues. » Matérialistes, préconisent, montrent qu'ils se sont trompés en affirmant que l'analyse ne prouvait l'existence d'aucune faculté au-delà de celle que la vie terrestre, telle qu'ils la conçoivent, est capable de produire, et le milieu terrestre, d'utiliser. Car, en réalité, l'analyse révèle les traces d'une faculté que la vie matérielle ou planétaire n'aurait jamais pu engendrer, et dont les manifestations impliquent et font nécessairement supposer l'existence d'un monde spirituel. D'un autre côté, et en faveur des partisans de l'unité du moi, on peut dire que les données nouvelles sont de nature à fournir à leurs prétentions une base beaucoup plus solide et une preuve présomptive dépassant en force toutes celles qu'il Th. Ribot, Les maladies de la personnalité, pages 170 à 172. 2 F. W. Myers, La personnalité humaine, sa survivance, ses manifestations supranormales, page 19. Cette œuvre représente l'un des plus magnifiques efforts qui ait été tenté par la pensée pour résoudre les problèmes de l'être. Aurait jamais pu imaginer, la preuve notamment que le moi peut survivre, et survit réellement. Non seulement aux désintégrations secondaires qu'il affecte au cours de sa vie terrestre, mais encore à la désintégration ultime qui résulte de la mort corporelle. Le « moi conscient » de chacun de nous est loin de comprendre la totalité de notre conscience et de nos facultés. Il existe une conscience plus vaste, des facultés plus profondes, dont la plupart restent virtuelles en ce qui concerne la vie terrestre, dont la conscience et les facultés de la vie terrestre ne se sont dégagées qu'à la suite d'une sélection et qui s'affirment de nouveau dans toute leur plénitude après la mort. J'ai été amené à cette conclusion, qui a revêtu pour moi sa forme actuelle, il y a 14 ans environ, lentement, à la suite d'une longue série de réflexions basées sur des preuves dont le nombre allait en augmentant progressivement. Dans certains cas, on voit apparaître en nous un être tout différent de l'être normal, possédant non seulement des connaissances et des aptitudes plus étendues que celles de la personnalité ordinaire, mais, en outre, doué de modes de perception plus puissants et plus variés. Parfois même, dans les phénomènes de personnalité seconde, le caractère se modifie et diffère à tel point du caractère habituel, que des observateurs se sont crus en présence d'un autre individu. Il faut bien faire la distinction entre ces cas et les phénomènes d'incorporation des défunts. Les médiums, à l'état de dégagement somnambulique, prêtent parfois leur organisme resté libre à des entités de l'au-delà, à des esprits désincarnés qui s'en servent pour communiquer avec les hommes. Mais alors, les noms, les détails, les preuves d'identité fournies par les manifestants ne permettent aucune confusion. L'individualité envahissante diffère radicalement de celle du sujet. Les cas de G. Pelham III, de Robert Rieslepp, de Fourcade, etc., nous démontrent que les substitutions d'esprit ne sauraient être confondues avec les cas de double personnalité. Cependant, l'erreur était possible, en effet, de même que les incorporations d'esprit, l'intervention des personnalités secondaires est précédée d'un court sommeil. Celles-ci surgissent, le plus souvent, dans un accès de somnambulisme ou, même, à la suite d'une émotion. La période de manifestation, d'abord de faible durée, se prolonge peu à peu, se répète et se précise jusqu'à acquérir et constituer un enchaînement de souvenirs particuliers qui se distingue de l'ensemble des souvenirs enregistrés dans la conscience normale. Ce phénomène peut être facilité. 3. Voir notre ouvrage, Dans l'invisible, chapitre 19, Passim. Ou provoqué par la suggestion hypnotique. Il est même probable que dans les cas spontanés, où n'intervient aucune volonté humaine, le phénomène est dû à la suggestion d'agents invisibles, guides et protecteurs du sujet. Ils agissent alors, comme nous le verrons, dans un but curatif, thérapeutique. Dans le cas célèbre de Félida, étudié par le docteur Azam IV, les deux états de conscience ou variations de la personnalité sont nettement tranchés, presque chaque jour, sans cause connue ou sous l'empire d'une émotion. Elle est prise de ce qu'elle appelle sa crise. En fait, elle rentre dans son deuxième état, elle est assise, un ouvrage de couture à la main, tout à coup, sans que rien puisse le faire prévoir,
et après une douleur aux tempes plus violente que d'habitude, sa tête tombe sur sa poitrine, ses mains demeurent inactives et descendent inertes le long de son corps. Elle dort ou paraît dormir, mais d'un sommeil spécial, car aucun bruit, aucune excitation, pincement ou piqûre ne saurait l'éveiller. De plus, cette sorte de sommeil est absolument subit. Il dure 2 ou 3 minutes, autrefois il était beaucoup plus long. Après ce temps, Félida s'éveille, mais elle n'est plus dans l'état intellectuel où elle était quand elle s'est endormie. Tout paraît différent. Elle lève la tête et, ouvrant les yeux, salue en souriant les personnes qui l'entourent, comme si elle venait d'arriver. La physionomie, triste et silencieuse auparavant, s'éclaire et respire la gaieté. Sa parole est brève, et elle continue, en fredonnant, l'ouvrage d'aiguille que, dans l'état précédent, elle avait commencé. Elle se lève, sa marche est agile, et elle se plaint à peine des 1000 douleurs qui, quelques instants auparavant, la faisaient souffrir. Elle vaque aux soins ordinaires du ménage, circule dans la ville, etc. Son caractère est complètement changé, de triste elle est devenue gaie, son imagination est plus exaltée, pour le moindre motif elle s'émeut en tristesse ou en joie, d'indifférente, elle est devenue sensible à l'excès. Dans cet état, elle se souvient parfaitement de tout ce qui s'est passé dans les autres états semblables qui ont précédé, et aussi pendant sa vie normale. Dans cette vie comme dans l'autre, ses facultés intellectuelles et morales, bien que différentes, sont incontestablement entières, aucune idée délirante, aucune fausse appréciation, aucune hallucination. Félida est autre, voilà tout. On peut même dire que, dans ce deuxième état, cette condition seconde, comme l'appelle M. Azam, toutes ses facultés paraissent plus développées et plus complètes. Cette deuxième vie, où la douleur physique ne se fait pas sentir, est de beaucoup supérieure à l'autre. Elle l'est surtout par ce fait considérable que, pendant sa durée, Félida se souvient non seulement de ce qui s'est passé pendant les accès précédents, mais aussi de toute sa vie normale, tandis que, pendant sa vie normale, elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces accès. 4 Dr Binet, altération de la personnalité. F. Alcan, Paris, page juin 2020. On voit qu'il n'y a pas là en jeu plusieurs personnalités, mais simplement plusieurs états de la même conscience. La relation persiste entre ces divers aspects de l'être psychique. Du moins, l'état second, le plus complet, n'ignore rien de ce qu'eût fait le premier, tandis que celui-ci ne connaît l'autre que par ouï-dire. Le mode d'existence numéro 2 traite le numéro 1 avec quelques dédains. Félida, dans l'état second, parle de la fille bête, de la même façon dont nous parlerions nous-mêmes de l'enfant gauche, du bébé malhabile que nous fûmes jadis. Dans le cas de Louis Vivet V, nous nous trouvons en présence d'un phénomène de régression de la mémoire. Le sujet, sous l'influence de la suggestion hypnotique, revit toutes les scènes de sa vie avec, dit Myers, la rapidité et la facilité d'image cinématographique. Non seulement les états mentaux passés et oubliés reviennent à la mémoire en même temps que les impressions physiques de ces variations, mais lorsqu'un état mental passé est oublié et suggéré au patient comme étant son état actuel, il éprouve aussitôt les impressions physiques correspondantes. Nous verrons plus loin que, grâce à des expériences du même ordre, on a pu reconstituer les existences antérieures de certains sujets avec la même netteté, la même puissance d'impression et de sensation. Et par là, nous serons amenés à reconnaître que la science profonde de l'être nous réserve bien des surprises. En Marie Reynolds 6, on assiste à une transformation complète du caractère, qui présente 3 phases distinctes, l'une, marquée par l'insouciance, l'autre, par des dispositions à la tristesse, avec une tendance à se fusionner en un troisième état, supérieur aux 2 précédents. Nous ne pouvons passer sous silence les observations de même nature faites par le docteur Morton Prince sur Miss Beauchancet. Celle-ci présente plusieurs aspects d'une même personnalité, qui se sont révélés successivement et ont été dénommés, au fur et à mesure de leur apparition, B1, B2, B4, B5. 5 F.W. Myers, la personnalité humaine, etc. Page 60. Voir aussi Camuset, Annales médico-psychologiques, 1882, page 15.
Siswat James, Principles of Psychology. C'est Dr Morton Prince. Voir The Association of a Personality, ainsi que l'ouvrage du colonel A. de Rocha, Les vies successives, Chacornac, édite, Paris 1911, page 398 à 402. B1, c'est Miss Beauchamp à l'état normal, personne sérieuse, réservée, scrupuleuse à l'excès. B2, c'est la même en état d'hypnose, avec plus d'aisance, d'abandon, et une mémoire plus étendue. B4, qui se révéla plus tard, se distingue des précédentes par un état complet d'unité harmonieuse et d'équilibre normal, mais à qui fait défaut la mémoire des 6 dernières années, par suite d'une émotion violente. Enfin B5, qui réunit comme dans une synthèse, la mémoire des états déjà décrits. L'originalité de ce cas consiste dans l'intervention, au milieu de ces divers aspects de la personnalité de Miss Beauchamp, d'une individualité qui lui est, nous semble-t-il, complètement étrangère. Il s'agit de B3 qui dit se nommer Sally, être espiègle, taquin, voire facétieux, dominant Miss Beauchamp, lui faisant des malices répétées, une vie très difficile. Sally s'adapte, psychologiquement, assez mal aux organes, elle semble étrangère à leur vie propre. Cette mystérieuse Sally ne serait, selon nous, qu'une entité de l'espace réussissant à se substituer dans le sommeil à la personne normale et à disposer, pour un laps de temps, d'un organisme dont l'état d'équilibre est momentanément troublé. Ce phénomène appartient à la catégorie des incorporations d'esprit, que nous avons traité spécialement dans notre ouvrage 8. Enfin F. Myers, dans son œuvre Magistral 9, relate d'après le docteur Mazon, un cas de « multiples personnalités » que nous croyons devoir reproduire. Alma Z était une jeune fille très saine et très intelligente, d'un caractère solide et attirant, d'un esprit d'initiative dans tout ce qu'elle entreprenait, études, sport, relations sociales. À la suite de surmenage intellectuel et d'une indisposition négligée, sa santé se trouva fortement compromise et, après 2 années de grande souffrance, une seconde personnalité fit brusquement son apparition. Dans un langage mi-enfantin, mi-indien, cette personnalité s'annonçait comme étant le numéro 2, venu pour soulager les souffrances du numéro 1. Or, l'état du numéro 1 était en ce moment-là des plus déplorables: douleur, débilité, syncope fréquente, insomnie, stomatite mercurielle d'origine médicamenteuse, qui rendait l'alimentation impossible. Le numéro 2 était gai et tendre, d'une conversation fine et spirituelle, gardant toute sa connaissance, se nourrissant bien né. Abondamment, pour le plus grand profit, disait-elle, du numéro 1. La conversation, toute raffinée et intéressante qu'elle fût, ne faisait rien soupçonner des connaissances acquises par 8 Voir dans l'invisible, spiritisme et médiumité, chapitre 19. 9 F. Myers, la personnalité humaine, etc., page 61-62. La première personnalité. Elle manifestait une intelligence supranormale relativement aux événements qui se passaient dans le voisinage. C'est à cette époque-là que l'auteur a commencé à observer ce cas, et je ne l'ai pas perdu de vue pendant 6 années consécutives. 4 ans après l'apparition de la seconde personnalité, il en apparut une troisième, qui s'annonça sous le nom de Gamin. Elle était complètement distincte et différente des 2 autres et avait pris la place du numéro 2, qu'elle garda pendant 4 ans. Toutes ces personnalités, quoique absolument distinctes et caractéristiques, étaient délicieuses chacune dans son genre, et le numéro 2, en particulier, a été et est encore la joie de ses amis, toutes les fois qu'elle apparaît et qu'il leur est donné de l'approcher, et elle apparaît toujours au moment de fatigue excessive, d'excitation mentale, de prostration, elle survient alors et persiste parfois pendant quelques jours. Le moi original affirme toujours ça. Supériorité, les autres n'étant là que dans son intérêt et pour son avantage. Le numéro 1 n'a aucune connaissance personnelle des 2 autres personnalités, elle les connaît cependant bien, le numéro 2 surtout, par les récits des autres et par les lettres qu'elle reçoit souvent d'elle, et le numéro 1 admire les messages fins, spirituels et souvent instructifs que lui apportent ces lettres ou les récits des amis. Nous nous bornons à citer ces seuls faits, afin de ne pas nous étendre démesurément. Il en existe beaucoup d'autres de même nature,
dont le lecteur pourra trouver la description dans les ouvrages spéciaux 10. Dans leur ensemble, ces phénomènes démontrent une chose, c'est qu'au-dessous du niveau de la conscience normale, en dehors de la personnalité ordinaire, il existe en nous des plans de conscience, des couches ou zones disposées de telle sorte que, dans certaines conditions, on peut constater des alternances entre ces plans. On voit alors émerger à la surface et se manifester, pendant un temps donné, des attributs, des facultés qui appartiennent à la conscience profonde, puis ils disparaissent bientôt, pour reprendre leur rang et replonger dans l'ombre et l'inaction. Notre moi ordinaire, superficiel, limité par l'organisme, ne semble être qu'un fragment de notre moi total. En celui-ci est enregistré tout un monde de faits, de connaissances, de souvenirs se rattachant au long. Disent voir entre autres, Dr Bourru et Bureau, les changements de la personnalité et de la suggestion mentale. Bill. Scientif. Contemporaine, Paris, 1887. Binet, les altérations de la personnalité. Bergeon, la grande hystérie chez l'homme. Dr Asgud Mazon, double personnalité, ses rapports avec l'hypnotisme et la lucidité. Voir encore Proceedings S.P.R., le cas de Miss Beauchamp, étudié par Morton, le cas d'Annelle Born, décrit par le docteur Hodgson, et celui de Molly Faucher, observé par le juge américain Quindey. Passé de l'âme. Pendant la vie normale, toutes ces réserves restent cachées, comme ensevelies sous l'enveloppe matérielle. Elles reparaissent dans l'état somnambulique. L'appel de la volonté, la suggestion les mobilise. Elles entrent en action et produisent ces phénomènes étranges que la physiologie officielle constate sans pouvoir les expliquer. Tous les cas de dédoublement de la personnalité, tous les phénomènes de clairvoyance, télépathie, prémonition, entrée en scène de sens nouveaux et de facultés inconnues, tout cet ensemble de faits dont le nombre s'accroît et constitue déjà un formidable faisceau, doit être attribué à l'intervention des forces et des ressources de la personnalité cachée. L'état somnambulique, qui en permet la manifestation, n'est pas un état régressif ou morbide, comme l'ont cru certains observateurs, mais plutôt un état supérieur et, suivant l'expression de Myers, évolutif. Il est vrai que l'état de dégénérescence et d'affaiblissement organique facilite chez quelques sujets l'émergence des couches profondes du moi. C'est ce qu'on a désigné sous le nom d'hystérie. D'une façon générale, il faut le remarquer, tout ce qui déprime le corps physique favorise le dégagement, la sortie de l'esprit. La lucidité des mourants nous fournirait sur ce point de nombreux témoignages. Mais, pour juger sainement ces faits, il convient de les considérer surtout au point de vue psychologique, toute leur importance est là. La science matérialiste a vu dans ces phénomènes ce qu'elle appelle des désintégrations, c'est-à-dire des altérations et des dissociations de la personnalité. Le sectionnement de la conscience paraît quelquefois si tranché, et les types qui surgissent, tellement différents du type normal, qu'on a pu se croire en présence de plusieurs consciences autonomes, alternant chez un même sujet. Nous croyons, avec Myers, qu'il n'en est rien. Il y a là simplement une variété d'états successifs, coïncidant avec la permanence du moi. La conscience est une, mais se manifeste diversement. D'une façon restreinte, dans la vie normale, tant qu'elle est limitée dans le champ de l'organisme. Plus pleine, plus étendue dans les états de dégagement, et enfin, d'une manière totale, entière à la mort, après la séparation définitive, comme le démontrent les manifestations et les enseignements des esprits. La scission n'est donc qu'apparente. La seule différence à faire entre les états variés de la conscience est une différence de degrés. Ces degrés peuvent être nombreux. La marge paraît considérable, par exemple, entre l'état d'incorporation et l'extériorisation complète. La personnalité n'en reste pas moins identique à travers l'enchaînement des faits de conscience qu'un lien continu relie entre eux, depuis les modifications les plus simples de l'état normal, jusqu'au cas comportant une transformation de l'intelligence et du caractère, depuis la simple idée fixe, les rêves et les songes, jusqu'à la projection de la personnalité dans le monde spirituel, dans cet au-delà où l'âme recouvre la plénitude de ses perceptions et de ses pouvoirs. Déjà nous voyons, au cours de l'existence terrestre,
De l'enfance à la vieillesse, le moi se modifiait sans cesse, l'âme traverse une succession d'états, elle est dans un devenir incessant, pourtant, au milieu de ces phases diverses, son contrôle sur l'organisme ne varie pas. La physiologie a fait ressortir cette savante et harmonieuse coordination de toutes les parties de l'être, ces lois de la vie organique et du mécanisme nerveux qui ne peuvent s'expliquer sans la présence d'une unité centrale. Cette unité souveraine est la source et la conservatrice de la vie, elle en relie tous les éléments, tous les aspects. C'est par une conséquence non moins fâcheuse des théories matérialistes que les psychologues de l'école officielle en sont arrivés à considérer le génie comme une névrose, alors qu'il peut être l'utilisation, dans une plus large mesure, des pouvoirs psychiques cachés dans l'homme. Myers. Parlant de la catégorie des hystériques qui mènent le monde, émet l'opinion que l'inspiration du génie ne serait que l'émergence, dans le domaine des idées conscientes, d'autres idées à l'élaboration desquelles la conscience n'a pas pris part, mais qui se sont formées toutes seules, pour ainsi dire, indépendamment de la volonté, dans les régions profondes de notre être à un point. En général, ce que l'on qualifie si légèrement de dégénérés sont souvent des progénérés. Et chez eux, sensitifs, hystériques ou névrosés, les perturbations de l'organisme physique, les troubles nerveux peuvent bien être un procédé d'évolution que toute l'humanité devra. 11 F. Myers, La personnalité humaine, page 69. Nous croyons toutefois que, dans l'examen de ce problème du génie, Myers n'a pas tenu un compte suffisant des acquis antérieurs, fruit des existences accumulées, pas plus que de l'inspiration médianimique, très caractérisée chez certaines intelligences géniales, comme nous l'avons vu d'ailleurs, dans l'Invisible, chapitre dernier. Subir pour atteindre un degré plus intense de la vie planétaire. Des troubles accompagnent toujours le développement de l'organisme humain jusqu'à son épanouissement complet, de même qu'ils précèdent l'apparition à la lumière de chaque être nouveau sur la Terre. Dans nos efforts douloureux vers plus de vie, les valeurs morbides se transmuent en force morale. Nos besoins sont des instincts en fusion, qui se concrètent en sens nouveau pour acquérir plus de pouvoir et de connaissances. Même dans l'état ordinaire, l'état de veille, des émergences, des impulsions du moi profond peuvent remonter jusqu'aux couches extérieures de la personnalité, apportant des intuitions, des perceptions, de brusques éclairs sur le passé et l'avenir de l'être, qui dénotent des facultés très étendues n'appartenant pas au moi normal. À cette catégorie de phénomènes, il faut rattacher la plupart des cas d'écriture automatique. Nous disons la plupart, car il en est d'autres, nous le savons, qui ont pour cause des agents extérieurs et invisibles. Il est en nous comme un réservoir d'eau souterraine, d'où jaillit à certaines heures et monte à la surface un courant rapide et bouillonnant. Les prophètes, les martyrs de toutes les religions, les missionnaires, les inspirés, les enthousiastes de tout genre et de toute école, ont connu ces sourdes et puissantes impulsions. Elles nous ont procuré les plus grandes œuvres qui aient révélé aux hommes l'existence d'un monde supérieur.